Bonjour et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui, le webinaire qui s'appelle Revue technique des marchés. Comme d'habitude, avec Laurent Albi, le président de la FAT, aujourd'hui le 12 avril 2018. Heureux d'être avec vous et avec Laurent. Bonjour Falco, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Et vous le savez tous qu'on a une chaîne YouTube. À mon avis, vous êtes déjà tous abonnés. Je veux juste montrer encore pour vous rappeler le super slide avec le site. En fait, vous allez, si vous voulez avoir le replay ce soir, vous allez juste sur YouTube, vous tapez produit de bourse BNP Paribas dans le champ en haut de recherche et après vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous êtes averti encore ce soir quand je vais uploader le webinaire d'aujourd'hui. Mais on a parlé maintenant trop de YouTube et de l'entrée. On va passer tout de suite aux analyses techniques de notre cher Laurent. Je vais lui donner son écran. Allez, c'est parti. Clique Show My Screen et le sommaire de Laurent est devant vous pour aujourd'hui. Voilà. On parle de quoi? Eh bien Falco, de quoi allons-nous parler cette semaine? On a eu des questions sur le Nasdaq. Qui est-ce qui nous a posé cette question sur le Nasdaq? C'est Alexandre qui veut qu'on fasse un petit point sur le Nasdaq. Alors, j'ai pris le Nasdaq 100. On va regarder ça ensemble, Alexandre, à moyen terme et à court terme. On va, comme à notre habitude, regarder le CAC 40. Il y a Pascal qui nous interroge sur l'euro-dollar. Ça va aller assez vite parce qu'il ne se passe strictement rien en ce moment sur cette paire. Donc, on va quand même regarder quels sont les niveaux et quels sont les différents scénarios possibles en cas de rupture ou de franchissement. Rémi nous interroge sur le Brent et il a raison puisqu'il y a à la fois une actualité qui est un petit peu chaude avec des tensions au Moyen-Orient qui sont toujours, en tout cas historiquement, porteuses de hausse sur le Brent. Et puis par ailleurs, on a un secteur énergie, oil and gas, qui commence lui aussi à montrer des signes de raffermissement avec de l'argent qui afflue sur ce secteur. Sur les actions, on va regarder Valourec sur le secteur énergie, matériaux de base Aperam, c'est Alexandre qui nous pose la question sur du court et du moyen terme, et puis sur les utilities Suez, et on va terminer avec Bayer qui est maintenant autorisé donc à racheter Monsanto. On va voir comment le marché apprécie donc cette validation. Voilà, alors avant de commencer, je vous rappelle que je suis le président de la FAT, que la FAT, c'est l'Association française des analystes techniques. C'est la seule association qui regroupe tous les passionnés d'analyse technique, privés et professionnels. Une association qui existe depuis presque 30 ans et que j'ai le plaisir et l'honneur d'animer. Ce que je voudrais également vous dire, c'est que c'est un webinaire interactif, ce n'est pas un cours magistral, donc vous êtes plus qu'invité à participer, à me dire, à dire à Falco quand vous ne comprenez pas ce que je vous dis, de le répéter. N'hésitez pas à vous saisir de votre clavier pour utiliser la fenêtre de chat et nous poser toutes les questions. Hein. C'est votre webinaire, autrement dit, pendant 1 heure, nous faisons ce webinaire pour que vous puissiez mieux comprendre comment décrypter correctement les marchés grâce à l'analyse technique. Donc, c'est vraiment le moment de poser toutes vos questions. Ne vous gênez pas. Et je crois voir, Falco, qu'il y a déjà une question de la part de Philippe. Oui, Philippe nous dit oui. Bonsoir, les marchés sont compliqués et restent neutres avec le CAC 40 qui tente de franchir le 5300 points, quitte de frappe sur la série qui pourrait avoir lieu ce week-end. Donc, peut-être baisse des marchés. Il vaut mieux mieux être liquide, ce qu'il dit. Alors là, on sort de l'analyse technique. Oui, alors, on sort de l'analyse technique. Alors, en fait, dans votre question, il y a la réponse. Parce que vous dites que c'est compliqué. Alors,
quand c'est compliqué, c'est toujours mieux d'avoir son cash à l'abri et d'attendre que la situation s'éclaircisse. Maintenant, je voudrais vous rappeler quand même que c'est extrêmement dur de décrypter en avance comment les marchés vont réagir à une attaque américaine, enfin un déclenchement d'hostilité militaire. Rappelez-vous, hein, les marchés avaient baissé en 2003 avant la seconde guerre du Golfe, et le jour où elle a démarré, les marchés ont explosé à la hausse. Il faudra voir comment les Américains, s'ils le font vraiment, frappent les infrastructures syriennes. Enfin bon, on sort complètement du contexte technique. Cela dit, vous avez raison de préciser que ça ajoute un petit peu d'incertitude. On avait eu une première salve de questionnement par rapport à l'inflation. Ça paraît être résolu maintenant. Il y a eu une deuxième salve d'inquiétude par rapport à une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Il semble que ce soit résolu maintenant. Et voilà, comme vous le voyez, on a une actualité avec des éléments qui se chevauchent les uns les autres, avec donc maintenant une interrogation sur le Moyen-Orient. Écoutez, on va bien voir. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il y a un actif qui profite de ces tensions, c'est le pétrole, avec un Brent qui a bien monté, plus de 3% hier, et qui se replie très légèrement aujourd'hui. On va regarder donc ce qui se passe sur cet actif. Allez, c'est parti, on regarde les marchés mondiaux rapidement. Je vous montre ici des diagrammes qui montrent donc les différents indices, les principaux. Alors, j'ai fait démarrer ces barres au 23 mars parce que quand on regarde les charts, en fait, la consolidation actuelle commence le 23 mars. Alors, selon les marchés, c'est pas exactement partout pareil le 23 mars, mais globalement, le 23, les marchés européens ont rebondi, et le 23, les marchés américains se sont stabilisés. Donc, il y a eu une forte baisse au préalable. Ensuite, il y a maintenant une phase de consolidation. Donc, dans cette consolidation, c'est intéressant de voir ceux qui arrivent à générer des rebonds techniques, et puis ceux qui restent encore un petit peu englués. Et ce qu'on voit, c'est que le Nikkei est l'indice qui a le plus rebondi, avec 5% de hausse. Ensuite, on a les trois indices européens Eurostoxx, constitué donc du CAC, du DAX, et puis d'autres valeurs italiennes, espagnoles, etc. Donc avec un Eurostock à 3,69, un CAC à 3,59, un DAX à 3,43, et puis on a le S&P plus 2. Donc vous voyez quand même qu'il y a un net retard de la part donc, du S&P, du marché américain, le Nasdaq plus 1,16, et puis le Hang Seng qui est lui aussi en queue de peloton. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus de pression baissière sur les marchés américains. L'une des raisons principales de cette pression baissière depuis le 23 mars, c'est surtout ce qui s'est passé sur les GAFAM. On en a parlé assez longtemps lors de ce webinaire la semaine dernière et la semaine précédente. Il y a eu des dégagements vraiment importants sur Facebook, Tesla, mais même Amazon a souffert, avec des déclarations de Donald Trump comme quoi il trouvait que les tarifs que la poste américaine accordait à la société étaient trop bas, que Amazon fiscalement ne bénéficiait pas, ou plutôt bénéficiait davantage que les autres sociétés n'avaient pas. Bref, il y a eu un petit front anti-Amazon de la part de la Maison Blanche qui a provoqué un gap baissier. Bon, le titre a repris derrière, mais c'est vraiment les valeurs technologiques qui ont souffert, et ça se retrouve sur ce Nasdaq qui, dans cette période de consolidation, est très, très, très en retard par rapport à l'Europe et l'Asie. Alors, j'embraye donc naturellement sur la question d'Alexandre. Qu'est-ce qui se passe actuellement sur le Nasdaq? Et en fait, ce que je vous montre ici, ce sont l'évolution donc des 4 principaux
marché indice américain depuis cette même date du 23 mars qui marque en fait le début de la consolidation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en rouge, c'est l'indice qui a le plus progressé dans cette conso, c'est le Dow Jones, et en vert, c'est celui qui a le moins progressé, et c'est le Nasdaq. Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que les 4 indices sont en territoire positif. Autrement dit, on voit bien que c'est une consolidation qui a eu lieu avec une tentative de dépassement de la résistance et donc des petites progressions entre 2,75 et 1%. Ce que je voudrais également pointer à votre attention, c'est le Russell 2000. C'est un indice qui traque les 2000 plus petite capitalisation aux États-Unis, et on voit bien que ce Russell, il est fort, en tout cas qu'il est en performance équivalente avec le S&P et à peine en dessous du Dow Jones. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que quand il y a des périodes d'aversion au risque, les investisseurs, traditionnellement, vendent les petites capitalisations qui sont considérées comme plus spéculatives et réallouent leur argent sur des valeurs qui sont des grosses capitalisations qui sont exposées aux marchés mondiaux plutôt qu'à la simple Amérique, au marché domestique, des sociétés petites capitalisations qui ne payent pas de dividendes, qui sont plutôt des valeurs de croissance. Et donc, quand il y a un petit peu de frilosité qui revient, et bien naturellement, on va vers les actifs, les actions qui sont le plus analysées et qui sont les plus difficiles à faire bouger, autrement dit les moins volatiles. Et il y a un report qui se fait du Russell vers le Dow. Et là, on voit bien que le Russell reste plébiscité, puisque vous voyez, il est ici. Et donc, ça montre simplement qu'il y a eu un problème sur les valeurs technologiques, mais qu'on n'a pas encore de signaux forts qui nous montrent qu'il y a une réallocation forte des investissements, des flux de capitaux vers des valeurs qui constituent le Dow Jones et qui peuvent être considérées en quelque sorte comme des valeurs refuges. Alors, quand on regarde le chart du Nasdaq à court terme, c'est-à-dire avec des bougies quotidiennes, je voudrais signaler plusieurs choses. Alors, ce chart, je vous ai montré le même chart ces dernières semaines du S&P, donc vous devriez reconnaître cette structure avec ce test réussi de ce 62% de retracement de toute la hausse depuis le mois de juillet 2017. On voit 62% ici à 6300 points, c'est le Nasdaq 100, ce que vous avez à l'écran. Ici, vous avez un point de passage de la moyenne mobile à 200 périodes, donc double zone de support, 1,62% et une moyenne mobile à 200 périodes. On voit également que dans cette baisse, on a une petite divergence haussière sur le RSI, donc c'est un facteur qui est encourageant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend le franchissement de cette, puisque le cours que vous avez actuellement à l'écran, c'est à la clôture d'hier soir. Donc, on attend le franchissement de cette résistance. Vous voyez, c'est un support qui devient donc résistance, qui a été validé en tant que tel ici. On a retesté hier ce niveau. On a clôturé en dessous. Il faut maintenant assister au franchissement de ce niveau à 6650 pour pouvoir anticiper donc une continuation haussière et une confirmation du rebond technique vers les 6800 points. 6800 points, c'est une zone importante parce qu'il y a eu un gap baissier entre 6850, un petit peu en dessous, et 6800. Donc, ça va être une zone logique de prise de profit. Si le marché continue de progresser, alors la zone suivante de résistance se situe entre 6950 et 7000 points. C'est une Island Reversal qui a eu lieu ici, une île de renversement. C'est donc un gap à l'entrée haussier, un gap à la sortie
baissier. C'est donc une forte zone de prise de profit. Si le marché arrive à progresser au-delà de cette zone, c'est vers les 7150 points, autrement dit, vers le précédent plus haut historique que le marché se dirigera. En tout cas, ce qui est important, pour rester sur des considérations strictement techniques, c'est que le Nasdaq, avec toute la baisse qui a eu lieu récemment, n'est toujours pas à moyen terme dans une tendance baissière. J'ai noté ici les deux sommets ascendants, ici les deux creux ascendants. Donc, d'un point de vue purement technique, on ne peut pas parler pour le moment d'un marché qui s'est retourné. Alors, on ne peut pas non plus affirmer qu'on est toujours dans une tendance haussière, puisque vous voyez bien, la baisse a été très forte et qu'on est revenu sur le précédent sommet. On est donc dans une consolidation sur le Nasdaq, mais une consolidation qui a un biais haussier, puisque vous le voyez, on a fait ici une clôture à 6300 points, et que là, les clôtures précédentes ont eu lieu un petit peu en dessous de 6400, et que quand on regarde les mèches, on a également un creux plus haut. Donc, sommets ascendants, creux ascendants, même si ils sont très proches les uns des autres en termes de prix, de pourcentage, mais malgré tout, on est toujours sur une tendance qui reste haussière neutre ou neutre, mais en aucun cas, on ne peut parler de retournement de tendance haussière sur le Nasdaq. Je crois qu'il y a une question, Falco, posée par Michel. Exactement, je veux vous dire tout de suite, en fait, étant donné qu'il a rebondi sur 62%, et est-ce qu'on va aller au-delà de 7200? Je n'en ai aucune idée. Ah, Michel. ça, c'est une réponse claire. Ben oui, je n'en ai absolument aucune idée parce que je n'ai pas la capacité encore de prévoir le futur. Donc, je ne sais absolument pas ce qui va se passer et je pense que c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est-à-dire que quand on intervient sur les marchés, on le fait parce qu'on décèle une convergence d'éléments qui nous fait penser qu'il y a une probabilité de succès plus importante qu'une probabilité d'échec, c'est pour ça qu'on intervient, mais on ne raisonne qu'en termes de probabilité, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout à l'heure, on a eu l'un d'entre vous, je ne sais plus qui est-ce qui nous parlait de la guerre en Syrie. Philippe. C'était Philippe. Ah, imaginons qu'il y ait une intervention militaire en Syrie ce week-end et que ça se passe très très mal, que les Syriens ou que les Russes ripostent, qui coulent un bateau de guerre américain. Enfin, vous voyez, on part dans un délire total et là, les marchés peuvent se retourner lundi matin avec une brutalité qui sera vraiment très violente. Bon, donc, on ne sait pas ce qui va se passer. On remarque la formation de structures. On dit que sur le franchissement de ce niveau, ça devrait conditionnel continuer de progresser, mais enfin, les intervenants, ce sont des êtres humains et leur avis de demain peut tout à fait tourner à 180 degrés lundi matin. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne peut pas dire que si on franchit ce niveau, on va aller à 7200. Cependant, en général, quand on a un marché qui fait un 62% de retracement de la hausse précédente, en ce qui me concerne, je n'anticipe pas un nouveau sommet, mais un retour sur le précédent, au maximum. Ça veut dire qu'avec ce 62% qui a été testé, on devrait au mieux, retourner dans cette zone entre 7000 et 7200. Là, à mon avis, si on y retourne, ça sera déjà pas mal du tout. On pourrait avoir des prises de profit, on pourrait de nouveau baisser. Et puis là, comme le consensus aura changé, peut-être qu'on va baisser beaucoup moins et puis qu'on franchira à ce moment-là 7200. Mais à partir des niveaux actuels, je ne m'attends pas à ce qu'on retourne sur 7200 et qu'on franchisse directement dans la foulée. Il y a une deuxième question en fait de Bernard. Bernard en fait, il nous pose la question, pour tracer le retracement de Fibonacci, on prend la totalité de la baisse, prendre en compte le gap. Ah oui, oui, absolument. Par exemple, la baisse depuis avril, on prend en compte le sommet de 7200 ou le haut du gap vers 6950. Oh, alors, ça, c'est vraiment une question difficile et plusieurs analystes vont vous faire des réponses différentes. Alors, moi, je vais vous donner ma réponse, comment je trace les niveaux de Fibo. Quand il y a un excès
haussier. Alors, qu'est-ce que c'est un excès haussier? Vous voyez, là, on fait un sommet. Là, on fait un deuxième sommet. Là, au même niveau. Hein. Et puis là, on dépasse. Mais en fait, quand on dépasse 2 jours et puis derrière, on réintègre directement le niveau. Eh bien, il est tout à fait acceptable de prendre le point d'origine du retracement que vous allez calculer sur l'accélération baissière. C'est possible de faire partir le retracement à partir de là jusqu'en bas. Mais c'est également possible de le faire partir d'en haut. La différence, elle est subtile et je pourrais faire tout un webinaire, parce que ça, c'est vraiment l'expérience qui parle. Je pourrais faire tout un webinaire pour expliquer comment on calcule les retracements et à partir d'où on les fait partir, parce que selon la situation, et c'est vraiment du vécu, selon la situation, je les ferai partir sur des bases différentes. Donc, a priori, on prend les deux extrêmes, le point haut et le point bas. Mais si le point haut, c'est vraiment un excès et qu'il est tout de suite réintégré, on peut faire partir le retracement sur le point de résistance précédent, c'est-à-dire à partir d'ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais également regarder où est-ce que dans la structure, où est-ce que le retracement, le 38, le 50 et le 60 tombent, et ça va également m'aider dans mes calculs. Donc, en fait, l'analyse technique, et c'est souvent ce qu'on lui reproche, c'est qu'elle n'est pas toujours objective. Vous pouvez avoir différents professionnels qui, en fonction de leur expérience, vont faire partir les niveaux d'un point plutôt que d'un autre. Moi, dans ma méthode de travail, quand j'ai un excès, je ne le compte pas dans la totalité du mouvement, mais encore une fois, ça marche pour moi. Mes niveaux tombent très bien, mais si quelqu'un d'autre fait différemment, ce n'est pas forcément critiquable. Il y a différentes façons d'opérer. Merci beaucoup. Et Pascal revient un peu sur le sujet d'avant, la Syrie et tout ça. Il dit, mais on peut peut-être dire que beaucoup d'intervenants sortiront par précaution demain soir avant ce week-end. Ça dépend parce que, Pascal, si ce sont des intervenants de moyen long terme, ils vont se dire que ce qui va se passer en Syrie, ou en tout cas au Moyen-Orient, c'est du bruit. Ce qui compte vraiment, c'est les trimestriels qui arrivent. C'est ces trimestriels-là qui vont faire que les gérants vont rester positionnés, vont renforcer leur position ou au contraire vont développer une petite crainte. Il y a des attentes extrêmement fortes sur les trimestriels qui arrivent. Je vous rappelle que les banques vont commencer à publier, je crois, dès ce soir et demain. La pression est grande parce qu'on attend une progression des bénéfices par action en moyenne sur le S&P de 18%. C'est beaucoup. Donc, si ça déçoit, ça peut générer des mouvements de vente. Je crois que c'est plus ça maintenant qui va faire bouger les marchés de manière durable que des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Voilà, c'est ma lecture. Je peux me tromper, c'est comme ça que je comprends les choses. Mais encore une fois, je ne peux que vous encourager à être prudent. Donc, si vous avez envie de sortir des positions demain à la veille du week-end parce que vous avez l'impression que ça va chauffer et qu'il vaut mieux être cash, je ne peux que vous encourager à être prudent parce que par ailleurs, on voit bien dans ce chart qu'il y a une vraie bataille entre acheteurs et vendeurs et que c'est sur les niveaux que les choses se passent et qu'on n'est plus vraiment en tendance. Donc, encore une fois, être prudent, ça ne peut être qu'une bonne idée. Alors, quand on regarde le Nasdaq 100 à moyen long terme, c'est le chart que vous avez à l'écran, c'est hebdomadaire, ce sont des bougies hebdomadaires. Vous avez des moyennes mobiles qui sont toujours très très bien orientées à la hausse, même si on voit ici une convergence des deux moyennes, ce qui est logique avec cette consolidation qui se met en place. Vous voyez un RSI, regardez, qui a été en zone de surachat et qui a fait un sommet plus bas sur le prix qui est pourtant plus haut. Donc, on a un RSI qui diverge par rapport au prix, ce qui confirme donc
la consolidation. Néanmoins, on voit bien que c'est toujours une consolidation et non pas un retournement baissier, puisque le niveau important à moyen terme sur le Nasdaq 100, il est entre 6002 et 6004, et que tant qu'on reste au-dessus de cette zone de support, eh bien, on ne peut pas parler de retournement. Si on progresse, alors on peut aller à moyen terme chercher ce gap hebdomadaire, vous le voyez ici. Si en revanche, on casse le support, alors le risque, c'est de voir le marché retourner sur le 38% de retracement, c'est-à-dire cette zone ici autour des 6000 points. Donc si on casse 6400, 6200, on a un marché qui peut retourner sur le 38,2 à 6000 points. Voilà, alors s'il n'y a pas de questions sur le Nasdaq, on va continuer sur le CAC. Bon, à moyen terme, on est donc toujours sur une tendance qui est plate. On assiste au retour du CAC 40 sur la zone des 5300 points. Si on la franchit, les prochains niveaux, ça sera autour de 5360. Ensuite, ça sera 5450. Et puis après, ce sera sur le précédent sommet. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la consolidation sur le CAC 40 s'est faite dans les 50% inférieurs du range, et que si on arrive à dépasser ce niveau, qui est une moyenne mobile à 34 semaines, donc grosso modo, c'est une petite moyenne mobile de 100 périodes daily. Si on arrive à dépasser ce niveau de résistance avec cette polarité et cette moyenne mobile, alors on devrait continuer à progresser. Ce que j'aime bien sur le RSI, c'est un indicateur qui est avancé. Lui, il a déjà franchi, vous voyez, ce petit niveau de résistance. Il a fait son breakout, donc j'anticipe sur le CAC un breakout et une continuation haussière. Quand on regarde ce qui se passe en bougie quotidienne, après la forte hausse et le gap haussier sur le CAC 40 qui a permis à l'indice de s'affranchir de cette oblique baissière, eh bien on voit qu'il y a eu un premier dépassement de la moyenne mobile à 200 périodes. Ensuite, hier, le marché est repassé sous la 200 périodes et ce soir, il repasse au-dessus. Autrement dit, la prochaine cible potentielle sur le CAC 40, c'est ce niveau à 5340 et la borne haute, c'est 5370. Donc, entre 40 et 70, on a toute cette zone de prise de profit où on devrait avoir une halte temporaire de la progression, peut-être un repli. Et puis, si le marché reste haussier, ce repli sera de courte durée, de faible amplitude, et on retournera ensuite sur la résistance et on assistera au franchissement pour aller sur les zones de résistance suivantes. Donc, le CAC 40, on est sur cet horizon de temps-ci toujours neutre, puisqu'on n'a pas dépassé la résistance. En revanche, je vous parlais tout à l'heure du 23 mars. Vous voyez que ici, le creux, il s'est fait le 26 et que le 23, c'est sur cette bougie-là. Donc, le S&P et le Nasdaq, depuis ce creux du 23 mars, ont fait des consolidations légèrement haussières. On voit bien qu'en Europe, le contexte est très différent puisque le rebond est beaucoup plus fort. Alors, on va parler maintenant remarquez, on peut suivre l'ordre. On va parler donc de l'euro. L'euro face au dollar. Alors, on va déjà regarder la course de l'euro face au dollar à moyen terme. On a souvent parlé ensemble de cette paire de devises et ma lecture est toujours haussière sur l'eurodoll avec un target qui pourrait se situer entre 1,26 et 1,28. Autrement dit, pour moi, on a encore potentiellement une impulsion sur l'eurodoll qui pourrait amener sur cette zone.
Alors, cette zone, vous voyez, elle part depuis 2008. C'est une résistance baissière avec un deuxième point de contact, un troisième point de contact. Donc, on peut tracer la résistance baissière. Et là, on a effectivement, maintenant qu'on a dépassé ce niveau de résistance, et bien le niveau suivant, il se situe ici, donc entre 1,26 et 1,28, c'est-à-dire sur cette zone ici, à proximité de l'oblique baissière. Les cours ont reflué sur un 61,8 de retracement de la dernière impulsion baissière qui a commencé à 1,40. Elle a été violente. Le marché a consolidé de manière latérale. Je vais repasser en semaine. Voilà, donc le marché a consolidé de manière latérale sous forme d'un range. Le prix est sorti du range. Par conséquent, on peut, c'est ce que nous dit l'analyse technique, projeter la hauteur du range à la hausse pour voir quelle est la cible potentielle. Et on voit que la cible a été atteinte. Autrement dit, l'impulsion de sortie de range a donné ce qu'elle devait. Et c'est ce qui explique maintenant la consolidation. Alors, si effectivement on repart à la hausse, il faudra une clôture hebdomadaire au-dessus de 1,2460. Si en revanche, on voit que cette congestion débouche sur de la distribution, le marché pourrait retourner sur 1,20 et plus profondément vers 1,1930, 1,1950. Pour le moment, ce n'est pas mon scénario central. J'anticipe après cette consolidation une reprise de la tendance vers au minimum 1,26 et au maximum 1,28. Après, effectivement, on verra comment les choses se passent. Bon, alors, on ne va pas parler de mon décompte héliotiste parce que ça serait trop long de le faire. Simplement, c'est pour que vous compreniez que mon décompte me fait penser que ce trading range, en fait, c'est une vague 4. Elle a la physionomie d'une vague 4, sauf qu'elle commence à être un petit peu longue, mais elle alterne avec la vague 2. Il y a une vraie disproportion entre la 4 et la 2. Ça commence à devenir un petit peu gênant. Si effectivement ça dure trop, alors il faudra revoir le scénario. En tout cas, pour le moment, à court terme, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, à 1,2160, je ne suis pas baissier sur l'euro face au dollar. On est dans une consolidation. On a un RSI qui est entre 40 et 60, autrement dit, qui n'a jamais été survendu, qui n'a pas non plus été suracheté. Donc, on est dans une consolidation qui s'inscrit dans une séquence possible de continuation de la hausse qui précède. Si effectivement, à court terme, on enfonçait 1,2160, alors ça voudrait dire que là, le trading range n'est plus d'actualité et qu'on retournera vraisemblablement vers 1,1940. Voilà. C'était Pascal qui posait donc cette question quid de l'euro-dollar. Pascal, il ne se passe pas grand-chose sur cette paire. Ce que je surveille, c'est à la hausse le franchissement de 1,2525 et à la baisse la cassure de 1,2160. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on continue. Il n'y en a pas d'autres questions et Pascal nous dit merci. Avec plaisir, on dit. Ok, alors on continue sur le Brent. Alors, j'ai laissé en fait la dernière analyse moyen terme qu'on a fait ensemble lors de ce webinaire le 8 février dernier. Je vous avais écrit la tendance de moyen terme est haussière. Alors attendez, ça doit être par là. Hein. Voilà, c'était quand le marché s'est mis à corriger ici. Donc on avait dit tendance haussière de moyen terme qui est haussière, qui est surachetée, interrompue par une correction intermédiaire
il y avait eu cette petite bearish engulfing, c'est-à-dire figure d'avalement baissier. Vous voyez, je zoome un petit peu. Ça, c'est une figure en avalement baissier qui montre que les acheteurs ont perdu le contrôle des échanges et qu'on peut aller maintenant en correction. Donc, c'est effectivement ce qui s'est passé. J'avais écrit résistance de 2015, c'est-à-dire celle-ci a été validée. On rentre en pullback vers 61. On avait écrit pullback sur 61 probable. En fait, on s'est arrêté avant. On s'est arrêté à 62. Sur 62, le marché a consolidé pendant un mois et puis il est reparti à la hausse. Alors, j'ai tracé une ligne de tendance qui part, vous le voyez, du mois de juin 2017. C'est à peu près, à peu de choses près, le même départ haussier que sur le S&P, été 2017. Donc, ligne de tendance qui a été donc testée donc, ici et qui a été donc de nouveau testée, sauf qu'on s'est arrêté un petit peu avant. Et puis, on repart à la hausse cette semaine. Donc, on est clairement dans un mouvement qui reste ascendant sur le Brent qui a été aidé, entre autres, par les récentes tensions géopolitiques. Mais attention, au-delà de cette actualité, il y a quand même un mouvement de fond qui est positif pour le baril de pétrole, qui fait un breakout, autrement dit, qui inscrit un nouveau sommet dans cette tendance de moyen terme. Quand on a un actif qui inscrit un nouveau sommet, eh bien la tendance est confirmée. Autrement dit, quand une tendance est confirmée, qu'est-ce qu'on fait immédiatement? On cherche le niveau qui invalide cette tendance. Quel est-il? Eh bien, vous le voyez, à moyen terme, il faudrait retourner sur 61 pour effectivement avoir un marché qui repasse neutre. Donc, pour le moment, sur le Brent, je reste positif, haussier, avec une invalidation toujours sous 61. Si effectivement on a une bougie hebdo qui clôture sur le niveau actuel ou qui clôture même un petit peu au-dessus, alors à court terme, on pourra monter le stop d'invalidation, c'est-à-dire le stop, le niveau qui invalide ce mouvement-là, sous 66,50. Mais à moyen terme, c'est toujours ce niveau à 62, 61 qui invaliderait le niveau. Et là, il y a Hubert qui nous dit le Brent est monté à cause de la Syrie. Oui, alors le Brent, effectivement, Hubert, le Brent est monté à cause de la Syrie, enfin grâce à la Syrie ou à cause de la Syrie, ça dépend comment on regarde les choses. Avoir un Brent qui monte parce qu'il y a des tensions géopolitiques et militaires, c'est jamais une très bonne chose, hein. Donc, il vaut mieux que ce soit parce qu'il y a des fondamentaux qui nous montrent que la croissance mondiale est robuste et qu'on va avoir besoin de pétrole pour toute l'industrie chimique et en énergie. Cela dit, on voit bien, c'est ce que je viens de dire, que depuis juin, on est sur un Brent qui est dans une phase d'appréciation. Alors, on a fait effectivement ce breakout haussier, 67 $, c'est le gros niveau de support de très court terme qui doit être préservé pour que cette dynamique ne soit pas interrompue. Tant qu'on est au-dessus de 67 $, la lecture est positive à court terme, c'est-à-dire creux, sommet, creux, nouveau sommet. Donc ce mouvement-là, il est invalidé entre 62 et 72. Ce mouvement-là, il est invalidé sur rupture de la polarité, c'est-à-dire résistance, puis gap haussier, c'est un breakaway gap. On revient tester le gap, on clôture dessous, on comble le gap et tout de suite derrière, on repart. Donc on est sur un marché qui a consolidé, mais qui maintenant est de nouveau en tendance. Donc voilà, sur le Brent, c'était Rémi qui posait la question. À court terme, je suis donc positive au-dessus de 67 et à moyen terme, je suis positif toujours au-dessus de 62. Un Brent qui, à court terme, les cibles, c'est à 74,75 $ et 76,76 $ qu'elle se situe. Comment j'ai trouvé ces niveaux?
ce sont des extensions de Fibo, c'est-à-dire qu'on va d'abord travailler sur les retracements. Quand on a trouvé un retracement 62, 50 ou 38, eh bien, on va tracer une extension à partir de ces retracements et voir où est-ce que ça nous emmène. Donc, les prochains niveaux de court terme, c'est 74, 75 et 76, 76 sur le Brent, avec une invalidation court terme à 67. Voilà, donc on a fini avec la macroéconomie, les indices, le Brent, l'euro-dollar. On va pouvoir passer aux actions. Et la première, c'est donc Vincent qui nous interroge sur Vallourec. Alors. Avant que tu commences avec les actions, il y a Philippe qui nous pose la question, comment trace-t-on les extensions de Fibo? Est-ce qu'on a déjà fait ça dans un webinaire avant? Oui, il y a longtemps. Ouais. Qui se souvient de ce webinaire en fait? Sans ou avec Barb, c'est la bonne question. Alors attendez, on ne va pas avoir le temps de faire cet exercice ensemble. On pourra le faire lors d'un prochain webinaire, mais je vais vous en expliquer le principe très très rapidement. Vous avez quand même, mais juste verbalement. Laurent vous laisse jamais seul. Bon, vous avez un mouvement haussier, donc vous allez premièrement utiliser l'outil de calcul des retracements de Fibo pour voir si le pullback actuel se fait sur un niveau de 38, 50 ou 62. Okay ? Imaginons que ce n'est pas le cas. Donc, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vraisemblablement, le retracement n'est pas terminé. Il va falloir attendre. Mais imaginons que ce soit le cas, que vous ayez un retracement, que votre marché fasse un pullback et que vous retourniez donc sur un 50%. Quand vous avez un pullback qui se fait sur un retracement de Fibonacci, vous prenez votre outil de projection et vous allez faire partir votre outil du même point d'origine que celui qui vous a servi pour calculer votre retracement. Vous allez le faire courir jusqu'au sommet, puis vous allez le faire descendre jusqu'au pullback, et là, votre outil va vous donner les extensions. Et c'est comme ça que vous allez les trouver. Autrement dit, pour tracer convenablement des extensions de Fibo, il faut qu'au préalable, votre marché ait été attiré par les niveaux de retracement de Fibo à 38, 50, 60. Ça veut dire que les retracements fonctionnent. Et quand vous avez la confirmation que les retracements fonctionnent, vous pouvez alors établir un lien entre les retracements et les extensions. Et c'est comme ça qu'on le fait. Alors, on va continuer sur Vallourec. Qu'est-ce qu'il dit Philippe? Il dit merci pour notre pauvre âme mortelle d'analyste amateur. Alors, en fait, c'est que du travail. Hein. Il faut prendre son outil de sa plateforme d'analyse technique et de faire tourner les retracements dans tous les sens, d'acheter le bouquin de Robert Prechter, le principe d'Elliott Wave, Elliott Wave Principle. Il donne toutes les méthodes pour calculer correctement les retracements et les projections, puisque en fait, tout tourne autour de 1,618. Mais c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, il y a des proportions dans les vagues et toute la théorie d'Elliott s'appuie sur ces proportions dans les vagues pour pouvoir faire des extrapolations, des spéculations à la hausse ou à la baisse et des projections sur là où le marché pourrait être attiré. Et on commence avec Vallourec et Hubert nous pose la question sur Vallourec. Pourquoi la première ligne ne commence pas au bout de la mèche en bas? Alors, comme vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez que je n'aime pas les lignes de support ou de résistance. Il y a des zones. Exactement. Parce que ça n'a pas de sens de se dire que le marché va rebondir à, je dis n'importe quoi, 65, 62.
Alors bien sûr, ça peut arriver parce que en fait, ce sont les ordres incarnés qui font que ça arrive. Mais en fait, moi, je préfère, et mon expérience me montre que c'est beaucoup plus judicieux, je préfère nettement parler de zone. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça. Voilà. Et je vais vous tracer une zone de support. Alors, la zone de support, elle vient, je la trace avec la clôture la plus haute, voyez, et la mèche la plus basse. Alors, on pourrait dire que c'est ça, la zone de support. Voyez? Donc, on a une zone entre 4 et 4,30, pour faire simple. Et en fait, les opérations d'achat vont se faire dans cette bande. Alors, la première fois, ce n'est pas une zone, le marché rebondit sur 4. Et puis, la deuxième fois, il retourne sur cette zone et on voit qu'il ne retourne pas sur 4, il s'arrête à 4,11. Puis la troisième fois, on voit que le marché revient et il s'arrête à 4,15. Donc on voit bien qu'à chaque fois, il y a de l'appétit pour le titre sur des niveaux un petit peu plus hauts. Et ça, c'est bien. Ça montre qu'il y a des ordres encarnés qui attendent et que les opérateurs ont peur de ne pas être pris dans le marché. Donc, comme ils ont peur de ne pas être pris, ça veut dire qu'ils ont peur de ne pas participer à ce qu'ils escomptent comme hausse prochaine. Et donc, plutôt que d'être un petit peu radin et d'aller chercher des super prix, ils mettent leurs ordres un petit peu plus haut pour être sûrs d'être pris dans la zone de support. Et donc, on voit ici que on a un marché sur Valourec qui rebondit sur cette zone de support. Alors, cette zone de support, premièrement, on voit bien que la tendance, elle est plate hein, depuis ce moment-là, juillet 2017, où on pourrait dire que c'est plutôt à partir de septembre 2017 qu'on consolide. Enfin, on voit bien que là, à partir du moment où on a fait un creux plus haut que le précédent, et donc que le marché ne baisse plus, qu'on interrompt cette séquence baissière. Derrière, on fait un plus haut, donc on dépasse le précédent, et puis le marché revient sur la zone de support, donc on est en phase de consolidation. Donc à moyen terme, on est proche d'une zone de support sur Valourec et on pourrait tout à fait, sur franchissement des 5 euros, retourner sur 6,10. Il y a un gros niveau ici à dépasser parce que regardez, c'est résistance, support, support, résistance, résistance. Autrement dit, ça peut de nouveau être résistance. Si le marché dépasse ce niveau, alors on ira vraisemblablement sur 6,10 et 6,48. Mais pour le moment, tant qu'on reste au-dessus de 4 euros sur Valourec, je reste neutre à moyen terme. Si en revanche, on fait des creux et des sommets ascendants et qu'on dépasse 6,10, alors on aura une tendance entre 3 et 6 mois qui pourra être de nouveau haussière avec un retour sur 7,50. Alors attendez. Voilà, donc sur Valourec à court terme, on a un mouvement baissier qui a été d'abord impulsif, ensuite qui a été correctif. Donc on remarque le changement de rythme entre cette baisse et celle-ci. Et puis là, on voit bien que le rebond s'est arrêté, vous voyez, pile sur la borne haute du gap baissier. Il a clôturé exactement sur ce niveau ce soir. Donc maintenant, sur Valourec, on ne peut pas encore parler de retournement haussier de court terme, mais si effectivement on arrivait à dépasser cette moyenne mobile à 200 périodes et que le marché continuait de progresser, alors on ne serait plus baissier puisqu'on aurait dépassé ce niveau et on aurait un mouvement ascendant de court terme vers 5,19. Donc pour le moment, Valourec, toujours neutre. On remarque la divergence
du RSI qui fait des creux qui sont haussiers, alors que sur le prix, on fait des creux qui sont baissiers. Ça montre bien que les prix sont rentrés en consolidation. Ça ne montre absolument pas que le marché s'est retourné à la hausse, mais simplement que le momentum baissier s'est détérioré. Quand le momentum se détériore, alors ça veut dire qu'on rentre en conso. Et si la conso continue de s'améliorer, alors ça veut dire qu'on rentre dans un possible retournement de marché. En tout cas, ce niveau est extrêmement important. Si on clôture au-dessus de 4,78, alors ça veut dire qu'à court terme, le mouvement baissier qui a été généré à partir de la mi-janvier est bel et bien terminé. Aperam, maintenant. Alors là, on change de secteur, on change de pays, on file aux Pays-Bas, on quitte le secteur de l'énergie, on va vers les matériaux de base et en particulier vers le fer. Et on voit donc là aussi un marché qui est neutre puisqu'on est sur une tendance haussière qui s'est terminée puisqu'on a deux sommets qui sont baissiers et deux creux qui le sont également, même si c'est vraiment à la marge. Hein. Donc, je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc au niveau des retracements de Fibo, on voit qu'on avait ici une petite zone de support, c'est un 61,8 de la baisse, excusez-moi, 61,8 de la hausse depuis cette dernière impulsion haussière. C'est un niveau donc de support important et on a une bougie hebdo qui n'est pas véritablement une bougie d'avalement puisqu'elle démarre au-dessus de la clôture de la bougie baissière précédente, mais enfin on voit bien dans l'esprit qu'elle englobe presque les 3 semaines précédentes, autrement dit, c'est un niveau de support qui a fonctionné sur Aperam. Alors, on a des moyennes mobiles qui sont plates, ça confirme donc la lecture en trading range. Où est-ce qu'on peut, enfin, jusqu'où le marché peut rebondir? Eh bien, vous le voyez, c'est sur cette zone de polarité, support qui devient résistance autour de 42 €. Donc, à moyen terme, sur Aperam, on est sur un marché qui est plat, avec un biais légèrement baissier, rebond actuel, cible potentielle vers 42, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau de support à 37 €, eh bien, on reste neutre. Si en revanche, on casse ce niveau de support, alors ça veut dire qu'on pourrait baisser plus. Jusqu'où on pourrait aller chercher ce niveau à 35,25 €, et puis ensuite, on pourrait baisser à 32, et puis ensuite à 30. Alors, vous voyez, sur ce mouvement baissier, sur Aperam, mon retracement, je ne l'ai pas fait partir de tout en haut. Vous voyez, je ne l'ai pas fait partir d'ici. Je l'ai fait partir d'ici. Vous voyez, je l'ai fait partir de cette résistance-là et j'ai en fait exclu l'excès haussier qui a eu lieu ici de mon échelle de retracement. Et quand je le fais, quand j'exclus cet excès haussier, eh bien regardez, j'ai un 61, un 50 et un 38 qui tombent exactement sur ce niveau de support, sur ce niveau de support et sur cette zone de support qui devient potentiellement résistance. Donc c'est pour ça que l'analyse technique, ça se fait de manière arbitraire, même si nous tendons tous, en tant qu'analystes techniques, à chercher les mêmes zones pour rester dans le marché et voir ce que tout le monde voit. Mais là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai sciemment exclu l'excès haussier. Alors, on a un marché qui a donc rebondi, qui est venu chercher, donc le premier niveau, c'est 38,2. On a une moyenne mobile à 50 périodes qui joue le rôle de résistance dynamique. Si le marché arrive à dépasser ce 38,2, alors il ira chercher la polarité suivante à 50%, c'est-à-dire à 42,15 €.
et puis la suivante à 62% à 43,35. Le RSI, lui, dans un marché baissier, il revient sur sa zone de résistance, puisque dans les marchés baissiers, les bornes du RSI se situent entre 60 et 20, et dans un marché haussier, elle se situe entre 40 et 80. Donc là, vous voyez, typiquement, sur 60, on pourrait avoir un retour de manivelle, des forces de rappel baissières qui feraient qu'on reviendrait sur 39 euros. En tout cas, pour le moment, sur Aperam, on est clairement dans une tendance baissière. Ce rebond ne peut être autre chose tel qu'il est actuellement qu'un rebond technique. Il faudrait qu'il y ait plus de structure à l'écran pour pouvoir anticiper un retournement construit sur une figure de retournement ou sur une séquence d'accumulation. Pour le moment, ce n'est pas exactement le cas. C'est plutôt un arrachage de short qui s'est fait, et par conséquent, on est retourné sur le 38. Ça n'a pas été très, très construit, donc on va voir si ça suit ou pas. Suez, c'est Alexandre qui nous pose la question. Là aussi, hein, sur Suez, on est sur un marché qui est faible. On a une très forte impulsion baissière avec un marché qui corrige à la hausse. Pour moi, c'est un rallye de contre-tendance. Là aussi, regardez, j'ai fait partir mon retracement à partir du point d'accélération de la hausse, parce que vous voyez, de la baisse, pardon, parce que vous voyez là, on a une baisse qui est assez lente. Et puis là, on a un changement de régime manifeste avec une volatilité qui explose. Et donc, mon retracement, je le fais partir non pas d'ici, mais du point d'accélération de la baisse. Et donc ici. Et quand je le fais partir d'ici, ben vous voyez, j'ai mon 61%, mon 50 et mon 38 qui tombent très, très bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut chercher comment ajuster ces retracements. En tout cas, pour le moment, sur Suez, la tendance de moyen terme est toujours baissière. On n'a même pas franchi le 31,8. Donc, pour le moment, c'est un rallye de contre-tendance toujours négatif sur le titre qui n'a pas mis en place une figure de retournement haussière. Pour le moment, beaucoup de faiblesse. Alors, quand on regarde Suez à court terme, on a ici un triangle symétrique qui s'est formé. Si le marché, alors, a priori, les triangles peuvent être des figures de continuation ou des figures de retournement. A priori, si on considère que c'est une figure de continuation, on va projeter donc la hauteur du triangle à partir de son point de sortie, et ça fait que ça nous donne un target à 9,26. 9,26, vous allez voir, c'est un point de support. Vous voyez ici. Support qui était au préalable une résistance. Hein, donc, c'est une zone de polarité. Donc, le marché est bien construit puisque si on sort du triangle, on peut retourner sur 9,26. Si on sort du triangle à la baisse. Si on sort du triangle à la hausse, alors on fait la même chose. On projette la hauteur du triangle à partir du point de rupture et ça nous emmène, bon an, mal an, sur le comblement du gap à 14 euros. Donc, pour le moment, sur Suez, je suis neutre. C'est-à-dire que j'attends de voir comment le marché va sortir de cette figure. Si effectivement on sort à la hausse, ça veut dire qu'on va rentrer dans le gap et qu'on devrait avoir un petit peu plus de potentiel haussier. Voilà, alors si je mets un chart en Ishimoku très vite, qu'est-ce que ça nous dit? On est à l'intérieur du nuage, qu'on est par conséquent dans une zone d'incertitude, que le premier target du nuage, il se fait à 12,75. C'est-à-dire que si on sort du triangle, on pourrait aller sur ce niveau, ensuite rebaisser, et si ça doit continuer de monter, repartir et franchir ce plat de SSB. On arrive sur notre dernière valeur, c'est donc Bayer, entreprise allemande au demeurant, positionnée donc dans le secteur de la chimie.
qui là aussi donc rebondit avec cette zone comprise entre 90 et 95. Vous voyez, on avait ici donc un sommet qui a été franchi. Quand il l'a été, eh bien, c'est devenu, vous le voyez, une zone de support. Cette zone de support, elle a été validée ici, puis le marché a enfoncé, il est reparti. Donc, on a toute cette zone entre 85 et 91 qui est donc une zone de support. Dans la baisse qui précède, c'est une baisse importante, hein, puisqu'on passe de 120 à 90, ça fait en gros 30% de baisse sur Bayer. Eh bien, on voit que les acheteurs n'ont pas attendu que les prix enfoncent de manière significative cette zone. Il y avait des ordres d'achat tout de suite sur la borne extérieure, la borne haute de cette zone de support. C'est pas mal. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt pour le titre. Néanmoins, on n'a encore rien franchi, puisque vous le voyez, quand on se met en ligne de clôture, on est pile poil sur une zone de résistance. Vous voyez, une zone de résistance ici qui redevient une zone de résistance, et on est exactement sur ce niveau, avec une moyenne mobile à 17 périodes qui fait également résistance dynamique. Donc sur Bayer, les choses s'améliorent, mais on ne peut pas encore véritablement parler de retournement haussier de moyen terme. On est sur une tendance plate, et si on avait effectivement un titre qui repart à la hausse, le prochain niveau, c'est 104 €, mais il n'y a pas de tendance haussière sur le titre. Vous voyez bien qu'on est maintenant sur un plat. À court terme, on a un marché donc, qui est... Alors, j'ai tracé une ligne de tendance baissière, premier point, deuxième point, troisième point. On a ici un prix qui retourne dans le voisinage de ce niveau de résistance et de cette oblique. Autrement dit, il va y avoir une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Rien n'est joué pour Bayer, même si effectivement le rebond a bien lieu, même si le marché semble apprécier la confirmation du rachat de Monsanto. Pour le moment, on n'a pas encore retourné ce mouvement baissier qui a démarré en novembre dernier. On est toujours, vous le voyez, sur des creux et des sommets qui sont baissiers. Et là, pour le coup, c'est la première fois, si on arrive à franchir ce niveau, qu'on arriverait sur un changement de physionomie avec un nouveau sommet plus haut que les précédents. C'est la première fois que ça arriverait, et donc un retournement potentiel donc, de tendance. Donc sur Bayer, à moyen terme, on est neutre, puisque vous voyez, c'est plat, c'est un range. Et à court terme, on est dans une tendance baissière qui donne des signes avant-coureurs de retournement haussier. Mais attention, pour le moment, ça n'a pas encore eu lieu. Voilà, chers auditeurs, nous avons terminé notre webinaire. On a couvert... Aujourd'hui, on a fait 1 heure 2 minutes. Voilà, donc on a réussi à couvrir le Nasdaq, l'euro-dollar, le Brent, et puis différentes valeurs, Vallourec, Aperam, Suez et Bayer, c'est pas mal. J'espère que ça vous a intéressé. Oui. Bah, regarde, il y a Hubert qui dit toujours excitant, bonne soirée à vous deux. Merci à vous. Bah, bonne soirée, merci beaucoup. C'est très riche d'enseignements. Et voilà, mais donc merci d'avoir été avec nous en fait. Merci surtout à Laurent. Et je me posais la question dans le webinaire. Là, je pars 2 semaines en vacances et nous deux en fait, on va pas faire de webinaire pendant 2 semaines. Absolument. Après, est-ce qu'on fait le 3 mai un prochain rendez-vous? Bah oui. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Moi aussi, a priori. Donc, rendez-vous 3 mai prochain. Vous allez recevoir, comme d'habitude, une invitation dans votre boîte email à temps pour vous prévenir de notre prochain webinaire. Alors, ça ne vous empêche pas de poser des questions par email pour le 3 mai. Exactement. Et surtout, n'oubliez pas de regarder notre site YouTube sur laquelle vous allez retrouver ce soir notre webinaire qu'on vient juste de faire avec Laurent sur notre chaîne YouTube. Donc rendez-vous ce soir sur cette chaîne, et voilà, on vous dit bon fin d'avril et bonne investition et analyse. Et puis bonnes vacances si vous prenez des vacances, parce que ce sont les vacances scolaires qui démarrent. Donc si vous partez, reposez-vous bien.
Alors, quelqu'un qui nous dit, je pars marcher en Bretagne une semaine. Bah, c'est Bah, super. c'est très bien. Moi, figurez-vous que je pars à Arcachon pendant Ah, une semaine. c'est sympa. Je vais aller me reposer sur la dune du Pilat. Ah là 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 Et je là. vais aller au Cap Ferré, chez Hortense, manger une Excellent, bonne excellent. sole avec des frites. Excellent, ça sent bien. Voilà. Bon, on se voit du coup en mai. Heureux de vous retrouver en mai. Excellente soirée, bonnes vacances à vous et voilà. Restez en forme À vivants, bientôt. justement, soyez prudents. À bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir.